Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois le CNCD, le Centre national de coopération au développement. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir son secrétaire général, Arnaud Zacharie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier un ouvrage collectif intitulé La nouvelle géographie du développement. C'est paru à la Muette. Alors, pourquoi ce livre ? C'est un livre qui veut un peu expliquer l'évolution du monde, le basculement du monde, comme on l'appelle. On a été habitué pendant plusieurs siècles à avoir une hégémonie occidentale, c'est l'Occident qui dominait le monde. Depuis peu, on voit que ce basculement du monde profite notamment à la Chine et l'Asie orientale, donc c'est la fin de l'hégémonie occidentale en matière de développement et de coopération au développement, c'est la fin du monopole occidental en matière de coopération au développement. La coopération sud-sud aujourd'hui augmente beaucoup plus vite que la coopération nord-sud. Et si on va voir en Afrique ou en Amérique latine, on se rend compte que les acteurs émergents, comme on les appelle, pèsent de plus en plus et parfois davantage que nos pays occidentaux. Ça entraîne des bonnes nouvelles, hein, notamment la redistribution internationale des richesses qui a permis à environ 1 milliard de personnes dans le monde de sortir de l'extrême pauvreté. Hein. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, donc on ne sait pas assez. C'est que au cours des 25 dernières années, on a vu l'extrême pauvreté dans le monde être réduite de plus de moitié, bon, notamment et surtout à cause de la Chine. Hein. Il y avait en 1980 9 personnes sur 10 en Chine qui vivaient dans l'extrême pauvreté. Il n'y en a plus qu'une personne sur 10 aujourd'hui. Mais ça a eu aussi un effet d'entraînement dans les autres pays en développement. Bon, y compris en Afrique, hein, qui est le continent le plus pauvre. On avait, il y a 25 ans, 6 personnes sur 10 qui vivaient dans l'extrême pauvreté. On en a encore aujourd'hui 4 personnes sur 10, donc c'est encore beaucoup trop. Mais en tout cas, on va dans le bon sens en matière économique et sociale à l'échelle mondiale, puisqu'évidemment, vu d'Europe, et quand on voit la crise, notamment depuis 2008, on a parfois du mal à le croire. Mais ça crée aussi de sérieux défis, et notamment le défi environnemental. La bonne nouvelle de la révolution industrielle, en quelque sorte, que connaissent enfin des pays émergents comme la Chine, comme l'Inde ou d'autres acteurs émergents, permettent une réduction de l'extrême pauvreté, mais ça crée un fameux défi environnemental et climatique, puisqu'on sait que si on voulait généraliser le modèle de développement occidental à l'ensemble du monde, il nous faudrait 5 planètes hein, en termes de ressources. Or, on a une seule planète. Donc on est obligé de réfléchir à un nouveau modèle de développement qui soit beaucoup plus pauvre en carbone, mais qui soit aussi plus égalitaire, donc plus équitablement réparti, puisqu'on sait aussi que, et c'est des chiffres qui sont sortis il y a quelques semaines dans le cadre du forum de Davos, un rapport d'Oxfam qui nous explique qu'aujourd'hui, le pourcent le plus riche de la planète a une fortune qui dépasse les revenus des 99% restants. Donc on est dans un monde où les inégalités mondiales sont criantes. Et puis enfin, on a la question de la cohabitation culturelle, puisque ce n'est plus l'Occident qui domine le monde. On se retrouve avec d'autres cultures qui veulent aussi avoir leur mot à dire. Et donc le temps où il suffisait de se rassembler entre occidentaux et de décider entre nous comment le reste du monde allait fonctionner, c'est terminé. Donc ça veut dire que cette nouvelle géographie du développement, elle nous impose en quelque sorte d'adapter notre boussole et de prendre en compte ce monde qui devient multipolaire pour créer de nouveaux espaces démocratiques à l'échelle internationale pour réguler cette mondialisation. Qui certes a créé des opportunités mais aussi de sérieux défis et pour tenter justement de ramener en quelque sorte l'économie mondiale au service du développement humain mais aussi dans le respect de l'environnement et de la diversité culturelle. Est-ce que cette nouvelle géographie mondiale quelque part, ça annonce un peu la fin du CNCD ou bien vous avez encore de belles années devant vous? Ah ben si seulement ça pouvait être le cas, on en serait content. Malheureusement, comme je l'expliquais, ça crée toute une série de nouveaux défis, des nouvelles formes d'inégalité, de la nécessité de promouvoir de nouvelles formes de nouveaux modèles de développement durable et aussi de promouvoir le dialogue entre les civilisations, la cohabitation culturelle plutôt que le choc des civilisations que certains nous annoncent ou que d'autres nous préparent. Donc la coopération internationale de papa c'est terminé, mais le 21e siècle, le monde du 21e siècle ne sera stable et bénéfique à la majorité de la population que si on renforce la coopération internationale, mais en la renouvelant, de nouveau en adaptant la boussole de cette coopération internationale à la nouvelle géographie du développement. Peut-être d'abord expliquer c'est quoi exactement le CNCD aujourd'hui?
Donc le CNCD 1111, c'est le Centre national de coopération et développement qui a été créé il y a 50 ans maintenant. C'est la coupole des ONG de développement en Belgique et même plus largement des associations qui sont en Belgique engagées dans la solidarité internationale. Alors le centre est plus connu par son opération 1111, hein, donc on va chaque année pendant 11 jours autour du 11 novembre solliciter la générosité du public belge pour collecter des fonds pour financer les projets de développement des ONG belges en Afrique, en Amérique latine et en Asie, dans les pays en développement. Mais nous avons aussi deux autres missions et que nous menons en collaboration avec nos ONG membres, mais aussi avec des dizaines de groupes de volontaires, de groupes de citoyens, plusieurs milliers de citoyens qui sont volontaires au CNCD 1111. Donc ces deux missions, c'est à la fois ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire de sensibiliser le public à ces enjeux mondiaux que l'on vient d'aborder. Et puis c'est aussi d'interpeller par le plaidoyer politique les décideurs politiques, parce qu'il est évident que ce n'est pas uniquement en finançant des projets concrets dans les pays du Sud qu'on va pouvoir régler les enjeux mondiaux. On a besoin de décisions politiques concrètes à l'échelle internationale. Donc nous coordonnons pour, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que contre-pouvoir démocratique, interpeller nos décideurs politiques pour promouvoir des mesures en faveur de la justice climatique, de la justice fiscale, de la réduction des inégalités mondiales notamment. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les décideurs politiques, au moins, à tout le moins dans notre pays, vous entendent, ou bien vous avez l'impression d'être un peu des prophètes qui crient dans un désert ? Nous sommes de plus en plus entendus. Bon, la difficulté, évidemment, pour ces décideurs politiques, c'est qu'ils se trouvent dans un monde de plus en plus complexe, où ils ont de moins en moins de prise. Donc, on ne peut pas régler les problèmes des inégalités mondiales ou les problèmes de climat uniquement dans un seul pays. Maintenant, il ne faut pas non plus attendre que l'ensemble de la planète se mette d'accord. Quand on parle de transition énergétique, par exemple, on a énormément de choses à faire au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Quand on parle d'inégalités, les inégalités ont fortement augmenté au cours des dernières décennies à l'intérieur de chacun des pays. Donc ça veut dire que le renforcement des systèmes de protection sociale ou que des politiques de justice fiscale peuvent être utiles et nécessaires pour réduire ces inégalités internes. Donc il y a des choses à faire à l'échelle nationale, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire à l'échelle mondiale. C'est évident que le climat ne connaît pas les frontières, que la spéculation financière ne connaît pas les frontières et que donc là on a besoin de s'accorder entre des dizaines de pays, mais dans un monde qui devient multipolaire, qui bascule, donc avec les anciennes organisations internationales qui deviennent obsolètes. Donc ça devient de plus en plus difficile d'apporter les réponses opportunes aux enjeux mondiaux, tout simplement parce que on n'a plus les organisations internationales adaptées aux enjeux du XXIe siècle. Donc il y a un besoin de réformer le système de gouvernance mondiale, comme on l'appelle, mais dans un contexte où les tentations de repli sur soi, où les forces nationales populistes font leur beurre en quelque sorte de la crise économique, de la crise financière, de la crise sociale. On l'avait déjà constaté dans les années 30. Malheureusement, les discours politiques qui expliquent à leurs électeurs potentiels qu'ils vont les sauver sur le dos de leurs voisins en se repliant derrière des barrières nationalistes, ces discours ont de plus en plus de succès. Bon, c'est évidemment un leurre. On ne va pas régler les enjeux mondiaux en se barricadant derrière les frontières nationales ni en reportant les problèmes sur le dos du voisin. La mondialisation a créé des interdépendances de plus en plus importantes et donc on ne pourra s'en sortir qu'ensemble. On est tous dans le même bateau et l'illusion de vouloir vivre dans un îlot de prospérité quand on baigne dans un océan de misère est évidemment un leurre. Donc on est quelque part obligé de régler ces enjeux mondiaux si on veut vivre soi-même dans la prospérité, dans la stabilité. Donc le renforcement de la coopération internationale, de la solidarité internationale dans le monde du XXIe siècle, ce n'est quelque part plus uniquement une question d'altruisme ou de coopération, de solidarité, c'est aussi une question d'intérêt personnel. Comprendre qu'on est tous dans le même bateau, donc certes on n'est pas tous à la même place, hein, donc il y en a qui ont des places beaucoup plus confortables que d'autres, et donc quand il y a des tempêtes, c'est beaucoup plus compliqué pour certains que pour d'autres, mais on est quelque part, tous les citoyens du monde sont quelque part affectés par ces enjeux mondiaux, donc c'est dans notre intérêt que l'on vive au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest,
de coopérer dans un cadre multilatéral pour régler ces enjeux mondiaux dans l'intérêt général de tous et de toutes. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour aborder peut-être alors cette fois la question de comment est-ce que vous accompagnez la formation justement face à ce repli des nationalismes. Arnaud Zacharie, comment est-ce que vous accompagnez justement les personnes dans le cadre où on voit bien qu'il y a ces replis nationalistes qui se font de plus en plus grands, etc. Comment est-ce que vous permettez aux gens de prendre conscience de cette citoyenneté d'un monde en fait, plutôt que d'un pays? Je pense que la clé, c'est de faire comprendre aux citoyens belges et européens que les citoyens en Afrique, en Amérique latine, en Asie, dans le reste du monde sont en fait victimes des mêmes problèmes et donc ont besoin et revendiquent les mêmes solutions. On a malheureusement tendance, au sein notamment de ces forces nationales populistes qui montent en puissance, d'essayer de braquer les populations les unes contre les autres, d'ailleurs y compris entre pays européens ou à l'intérieur de pays européens. On est bien placé en Belgique pour le savoir. La réalité, c'est que le salarié belge, par exemple, que l'on a l'habitude de mettre en opposition avec l'ouvrier chinois, vivent dans le même système et sont eux-mêmes victimes de, par exemple, l'instabilité financière ou de la dégradation des conditions de travail, et que donc ils ont tous intérêt à avoir des normes sociales et environnementales, par exemple, qui soient garanties. Donc c'est dans ce travail de mise en lumière, d'explication des réalités des populations qui vivent ailleurs dans le monde et qu'on a l'habitude de présenter comme des concurrents, de se rendre compte que non, tous les citoyens du monde vivent dans le même système et ont intérêt à voir justement cette mondialisation régulée, de voir des normes sociales et environnementales imposées aux acteurs transnationaux, de voir ces inégalités mondiales réduites et que donc finalement la solution n'est pas d'essayer de s'en sortir sur le dos du voisin, mais d'essayer de coopérer pour réguler cette mondialisation. Et nous, ce qu'on cherche à faire en dehors de la sensibilisation, c'est de mobiliser les citoyens, de se rendre compte que nous devons ici en Belgique et en Europe nous mobiliser pour interpeller nos décideurs politiques pour qu'ils mettent en œuvre des mesures, des normes sociales et environnementales, comme on l'a vu par exemple dans le cadre des accords commerciaux avec le fameux CETA et le traité transatlantique, mais aussi sur les questions d'environnement et de climat. On l'a vu avec le sommet à Paris, d'avoir un accord mondial, c'est nécessaire si on veut éviter cette course à la compétitivité qui fait que, à court terme, un pays peut penser qu'il a intérêt à justement ne pas respecter ses normes environnementales, à ne pas respecter ses normes sociales, mais c'est un pis-aller, c'est une politique à courte vue, et donc c'est là où c'est important d'interpeller nos décideurs politiques, de mobiliser les citoyens, les organisations de la société civile pour rappeler quelles sont les priorités, non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme, puisque on vit dans un monde qui bascule, donc il faut qu'on prenne des mesures qui soient en cohérence justement avec ce monde qui bascule et qui ne viennent pas aggraver la situation. Nous sommes un petit pays, la Belgique. Est-ce qu'il y a des CNCD comme ça dans tous les pays du monde occidental, par exemple? Il y a des coupoles d'ONG dans la plupart des pays, même si la particularité du CNCD en son sens, c'est d'avoir cette opération en son sens, donc d'avoir cette capacité de mobiliser des fonds auprès des citoyens et de garantir une indépendance financière. C'est évidemment important quand on interpelle les décideurs politiques d'avoir aussi une indépendance financière, et c'est pourquoi les dons des citoyens permettent pour 80% d'entre eux de financer des projets dans le Sud, mais pour 20%, ça permet de financer des campagnes de sensibilisation, d'interpellation des décideurs politiques pour aussi promouvoir des décisions politiques structurelles qui règlent les problèmes, les enjeux mondiaux à l'échelle politique. Est-ce que vous avez une politique de proposition aussi? Parce que voilà, on peut dénoncer, mais alors c'est peut-être parfois c'est important, mais c'est parfois peut-être un peu facile. Est-ce que vous-même vous proposez des modèles, par exemple, de développement socialement juste et écologiquement équitable? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la transition socio-écologique. C'est d'abord
Au niveau environnemental, évidemment, la transition énergétique, d'investir dans les énergies renouvelables, mais plus largement, c'est d'investir dans des nouveaux secteurs qui vont non seulement régler le problème environnemental, mais qui vont créer aussi de nouveaux emplois. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'économie circulaire, au recyclage des ressources naturelles dans nos pays, à l'isolation des bâtiments. Et puis, il y a évidemment tout un enjeu au niveau social, à la fois la réduction des inégalités, donc ça veut dire renforcer la protection sociale dans nos pays où elle existe déjà, mais aussi la promouvoir dans le reste du monde. L'Organisation internationale du travail nous rappelle que les 3/4 de l'humanité n'ont pas accès à un système de protection sociale. Ça veut dire que quand il y a des crises économiques ou financières, eh bien, il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a pas de stabilisateur économique. Et puis, il y a la question de la justice fiscale. On vit quand même dans un monde où Warren Buffett, qui fait partie des 8 personnes les plus riches du monde, qui ont une fortune cumulée qui équivaut au revenu de la moitié la plus pauvre de l'humanité. Il a été au Congrès des États-Unis, voir les parlementaires américains avec sa secrétaire en expliquant qu'il ne trouvait pas normal qu'il payait moins d'impôts proportionnellement que sa secrétaire et donc il demandait davantage de justice fiscale et malheureusement les parlementaires ne l'ont même pas entendu puisque même lui qui le demandait n'a pas eu raison. Donc il y a aussi des injustices à l'échelle fiscale et surtout notamment parce que les plus fortunés, que ce soit les firmes transnationales ou les ultra riches comme Warren Buffett que je viens de citer, ont les capacités de jouer avec les circuits de la mondialisation, ont les capacités de jouer avec des circuits opaques pour éviter une partie de l'impôt, là où le simple citoyen doit payer plein pot en quelque sorte. Et donc la justice fiscale, c'est de garantir une fiscalité qui touche, enfin qui impose à tout le monde de contribuer à sa juste proportion, à sa juste valeur. Comment est-ce que vous expliquez justement que les parlementaires n'entendent pas cela ? Ils l'entendent de plus en plus. J'ai été moi-même auditionné par le Parlement belge à la commission Panama Papers, puisque on a eu à peu près tous les 6 mois des scandales, tous les leaks qui sont sortis jusqu'au Panama Papers et qui chaque fois nous expliquent qu'en réalité il y a des centaines de millions d'euros d'impôts qui échappent aux caisses publiques, aux recettes de l'État. Ce n'est pas nouveau, mais c'est de moins en moins acceptable puisqu'on est dans un contexte d'austérité budgétaire dans la zone euro notamment, où on demande aux citoyens de se serrer la ceinture. Donc quand on voit que les citoyens de base doivent se serrer la ceinture, voient leurs revenus ou leurs conditions de travail se dégrader, alors que par ailleurs on a des centaines de millions d'euros qu'on pourrait récupérer tout simplement grâce à la transparence, parce que s'il y a cette évasion fiscale massive, c'est tout simplement parce qu'on a permis l'opacité et que donc de nouveau les États à l'échelle nationale ont bien du mal à pouvoir recomposer tous ces circuits internationaux. Et donc de nouveau, ce qu'il faut, c'est une coopération, d'abord à l'échelle européenne, plus largement à l'échelle mondiale pour garantir la transparence. C'est ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations fiscales. Si un résident ou une entreprise déclare des profits ailleurs dans le monde, eh bien, il faut que ça soit transparent, il faut que ça soit public pour empêcher justement tous ces transferts de richesses opaques qui entraînent des évasions fiscales massives et qui finalement vont grever les recettes publiques, les budgets des États qui par ailleurs doivent imposer des plans d'austérité qui sont non seulement douloureux socialement, mais qui sont en plus économiquement totalement inefficaces, puisque comme on l'a constaté ces dernières années, quand on coupe dans les dépenses publiques dans des économies en crise, on aggrave la récession, on crée du chômage, et puis finalement les recettes fiscales diminuent, puisque le chômage et les faillites font qu'il y a moins d'activité économique, il y a moins d'emplois, et donc finalement la dette, le déficit public continue à augmenter. Donc c'est non seulement douloureux socialement, mais c'est aussi inefficace d'un point de vue économique. Ça crée ce qu'on appelle la déflation. Et donc il est temps de réinvestir dans l'avenir. La transition socio-écologique, c'est une nécessité.
mais c'est aussi une opportunité de justement sortir de la crise par le haut. On ne va pas sortir de cette crise par les mêmes mesures qui l'ont entraîné. Donc on a besoin de nouveaux modèles, on a besoin d'un nouveau paradigme. Et on a la chance d'avoir cette contrainte environnementale, d'avoir cette contrainte sociale qui nous impose en quelque sorte de promouvoir des modèles de développement durables, pauvres en carbone, moins gourmands en ressources naturelles, plus équitablement répartis. Et donc, quand on innove, ça crée des nouvelles formes de prospérité. Et donc, il faut investir dans ces projets d'avenir, dans cette transition socio-écologique, parce que non seulement ça va régler les enjeux mondiaux, non seulement ça va régler les problèmes environnementaux et sociaux, mais ça va régler aussi les problèmes économiques, parce que ça va créer de nouveaux emplois. Je parlais tout à l'heure du recyclage des ressources naturelles, de l'économie circulaire. Ce sont évidemment de nouveaux secteurs donc, qui peuvent déboucher sur de nouveaux emplois, tout comme la question de l'isolation des bâtiments, par exemple. Dans quelques instants, je vous propose d'aborder encore un autre type de justice. Ce sera la question de la justice migratoire. Arnaud Zacharie, justement, qu'en est-il de cette justice migratoire dont on parle de plus en plus aujourd'hui ? Bon, d'abord, la crise des réfugiés, comme on l'a appelé, mais qui est en fait une crise de l'asile, ça révèle le fait que espérer vivre dans un îlot de prospérité quand on baigne dans un océan de misère, c'est une illusion. Et surtout qu'on a intérêt à s'occuper de son voisinage. Le fait d'être entouré de conflits entraîne évidemment des vagues de réfugiés. Le problème, c'est que cela arrive en période de crise et d'austérité et que ça renforce quelque part les arguments de ces forces nationales populistes qui vont effrayer les populations européennes face à cette vague de réfugiés. Et là, on voit aussi les limites de l'Union européenne, puisqu'on a vu l'Allemagne très accueillante, mais on a vu d'autres pays, notamment la Hongrie ou la Pologne, ou plus largement le groupe de Visegrad, comme on l'appelle, être totalement contre l'accueil de ces réfugiés. Et donc, ça crée une véritable crise humanitaire. On a eu en 2016 5000 morts en Méditerranée. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière. Mais même quand on va voir à nos frontières en Italie ou en Grèce, on voit des milliers de réfugiés qui sont véritablement détenus dans des camps, dans des conditions tout à fait indécentes. Donc nos valeurs occidentales dans lesquelles nous nous drapons, nous sommes bien loin de le respecter aux yeux de ces populations qui fuient la guerre. Et on continue à agiter des idées fausses. On dit par exemple qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce qui est vrai. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que 9 réfugiés sur 10 dans le monde sont accueillis par des pays en développement, que nos pays riches n'accueillent qu'un réfugié sur 10, seulement 8% dans l'Union européenne. Et puis ce qui est inquiétant, c'est de voir que l'Union européenne n'est même plus capable d'appliquer ses propres décisions. En septembre 2015, on s'est dit, face à la cacophonie de la politique migratoire européenne, qu'il fallait une réponse européenne équitable. Donc on s'est dit, on va relocaliser 160 000 réfugiés qui sont actuellement en Grèce et en Italie entre les différents États membres de manière équitable, et on va le faire en 2 ans, donc d'ici septembre 2017. On est aujourd'hui à quelques mois de l'échéance et on a relocalisé en tout et pour tout 10 000 réfugiés sur les 160 000 prévus, alors que c'est une décision qui avait été prise à l'échelle européenne. Donc non seulement il y a cette injustice migratoire, qui est le fait que ce sont les pays les plus pauvres en quelque sorte qui assument 90% de l'effort, mais plus grave sans doute pour l'idéal européen, c'est que l'Union européenne n'est plus capable d'appliquer ses propres décisions et que ça met à mal, y compris un des 2 piliers de la construction européenne, les fameux accords de Schengen, la libre circulation des personnes, alors qu'on sait déjà, avec tout l'épisode du Grexit et de la crise financière et de la crise de la zone euro, que l'autre pilier de la construction européenne, l'union économique et monétaire, est également mise à mal. Donc il faut qu'en Europe, on soit attentif à cela, qu'on ne se tire pas une voire plusieurs balles dans le pied et qu'on se rende compte que dans le contexte de la mondialisation, on a besoin, ça va être les 60 ans de la signature du traité de Rome et donc de la naissance de la construction européenne, espérer que cette crise de la soixantaine ne soit pas une crise terminale. On a besoin, comme à l'époque d'ailleurs, d'un nouveau souffle. Alors sans doute qu'à 28 et même à 27 maintenant avec le Brexit, ça va devenir très compliqué, voire impossible de
prendre des décisions en commun, mais on a une piste alternative qu'on appelle la coopération renforcée. Les traités européens permettent à 9 pays européens d'avancer sans les autres, même sans l'accord des autres, et de créer un effet d'entraînement qui pourrait élargir ce groupe de 9 personnes. Donc, parmi toutes ces réponses qui sont indispensables pour répondre aux enjeux mondiaux et aux enjeux européens, sans doute qu'on a besoin maintenant à nouveau, quelque part comme il y a 60 ans, d'un groupe de pionniers qui puisse créer un effet d'entraînement et par des décisions communes concrètes apporter les réponses opportunes aux citoyens pour régler les problèmes économiques, sociaux, environnementaux et culturels et je l'espère, créer un effet d'entraînement pour redonner un second souffle à cet idéal européen et internationaliste parce que on ne va pas régler des problèmes internationaux en se barricadant derrière des barrières nationalistes malgré le fait que les discours national-populistes paraissent séduire un nombre croissant de citoyens. Alors, en tant que secrétaire général du CNCD 11-11-11, vu les questions de justice fiscale, de justice climatique, de justice migratoire, etc., est-ce que vous restez optimiste ? Bon, c'est clair qu'à court terme, je ne suis pas optimiste, mais je pense qu'à moyen terme, on peut l'être. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, les pistes de solutions, elles sont connues, elles sont nécessaires. Certes, on voit qu'à court terme, c'est sans doute les politiques nationalistes qui vont l'emporter. On le sait déjà, bon, le fait que le président des États-Unis soit M. Trump, ce n'est évidemment pas anodin. Les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Donc, on sait qu'en Europe, on va avoir toute une série d'élections où ce n'est pas certain qu'on n'aboutisse pas à des catastrophes et le Brexit a été clairement un premier signal d'alarme. Donc à court terme, on peut, comme on l'a été dans les années 30, très inquiet. Mais mon espoir, c'est que on se rende compte tout simplement, par l'absurde, que ce n'est pas des réponses nationalistes qui vont permettre de réguler la mondialisation. On a besoin de renforcer la coopération internationale. On a besoin d'un nouveau New Deal, en quelque sorte, pour faire le parallèle avec ce qui s'est passé suite à la Grande Dépression des années 30. Les solutions sont connues, elles sont sur la table. Donc mon espoir, c'est que l'échec des politiques nationalistes qui montent en puissance et qui vont certainement devenir dominantes à court terme, soit vite dépassé par une nouvelle forme de coopération internationale qui prenne en compte ce monde multipolaire, qui prenne en compte ces enjeux mondiaux et cette nouvelle géographie du développement. Et là, le CNCD a toute sa place. C'est certain qu'on compte bien faire entendre notre voix dans ce sens-là. Arnaud Zacharie, un tout grand merci, non seulement de nous avoir présenté les enjeux liés au CNCD 11-11-11 et également votre livre, donc je rappelle, La nouvelle géographie du développement. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.